Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 155e épisode, on va parler d'un biais cognitif qui est l'effet Dunning-Kruger ou le biais de surconfiance. Vous le savez, tous les 5 épisodes, on parle de biais cognitif. Aujourd'hui, c'est le 7e épisode de cette série. Si vous ne savez pas ce qu'est un biais cognitif, que vous voulez en apprendre plus là-dessus, que vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on parle de ça, pourquoi c'est intéressant, pourquoi on passe en revue les biais cognitifs sur ce podcast, eh bien, je vous invite à aller réécouter ou écouter pour la première fois l'épisode numéro 1 de cette série, qui était l'épisode 110 du podcast. Donc, vous pouvez le retrouver sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes en train d'écouter cet épisode, ou vous pouvez aussi tout simplement vous rendre sur sesentirbien.coach/podcast/ le numéro de l'épisode. Donc, en l'occurrence ici, c'était l'épisode 110, ou pour voir les notes de l'épisode d'aujourd'hui, ce sera sur sesentirbien.coach/podcast/155, puisqu'on est dans l'épisode 155, et sur chaque épisode, vous avez la retranscription écrite. Donc, si vous voulez ne pas réécouter l'épisode, parce que parfois je divague, je vous parle comme si je vous avais au téléphone, hein, vraiment, on est vraiment en discussion, et c'est ça que j'aime faire sur ce podcast. Mais si vous voulez juste l'information, que vous voulez revenir dessus, c'est vrai que parfois vous n'avez pas forcément envie d'écouter le podcast en entier, quoique je sais que vous êtes plusieurs à le faire, mais bon, voilà, je comprendrais que ce soit pas le cas, et dans ce cas, le plus simple, c'est d'aller tout simplement lire la transcription écrite, qui parfois met une semaine avant d'arriver en ligne par rapport au moment où l'audio a été publié. Mais voilà, n'hésitez pas à aller parcourir tout ça si vous voulez en savoir plus sur les biais cognitifs. Sachez en tout cas que les biais cognitifs, on en est tous victimes, si on peut parler de victimes, et c'est pas un truc dont on peut s'échapper, et l'objectif de ces épisodes, c'est pas de s'en échapper, mais c'est plutôt de prendre conscience que ça existe, et de le reconnaître dans son quotidien, et du coup d'en prendre conscience, d'en tenir compte plutôt dans nos choix et dans la façon dont on interagit avec les idées, avec le monde, et toutes les pensées, les croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes, parce qu'on a tendance à beaucoup se juger. Et du coup, c'est important de savoir que ces biais existent. Le but du jeu, c'est absolument pas de se dire qu'on est vraiment nul si on les fait et qu'il faut arrêter de le faire, parce que ça serait considéré qu'on n'a pas de cognition, ce qui n'est pas possible en fait. On est tous des êtres humains. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cet effet-là ? Qu'est-ce que c'est que ce biais cognitif ? Alors, c'est un biais selon lequel on aurait une tendance à sous-estimer notre compétence lorsqu'on est compétent, et à surestimer notre compétence quand on est incompétent. C'est un biais, c'est un effet qui a été découvert par les deux personnes qui du coup ont donné leur nom à cet effet, donc Dunning et Kruger, qui sont deux psychologues américains. L'étude, elle a été faite dans une université de l'État de New York, sur des étudiants, où en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement étudié certaines compétences auprès d'étudiants. Donc il y avait des échantillons de 45 à 140 étudiants sur qui ils ont fait faire un exercice mettant en place une compétence. Donc c'était la logique ou l'humour, voilà, des compétences variées, et je crois qu'il y avait 3 ou 4 compétences. Et ils ont demandé à ces personnes d'estimer comment ils avaient réussi le test. Et ils se sont aperçus que systématiquement, les personnes qui avaient, je sais pas si c'était vraiment systématique, mais que globalement, la tendance, c'était que les personnes qui avaient le moins de compétences dans le domaine en question avaient tendance à surestimer leurs compétences dans le domaine, et inversement, les personnes qui avaient le plus de compétences avaient tendance à sous-estimer leurs compétences dans le domaine. Et du coup, forcément, ils se sont posé la question pourquoi. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la raison pour laquelle, quand on n'a pas de compétences dans le domaine, ou peu de compétences dans le domaine plutôt, on sous-estime aussi notre incompétence, c'est parce que, en fait, si on n'a pas de compétences dans le domaine, on n'a pas non plus la compétence pour reconnaître qu'on n'a pas la compétence dans le domaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça, parce que ça veut dire que cet effet-là, il va être à l'œuvre seulement quand on a un petit peu de compétences, mais pas suffisamment pour savoir qu'on est incompétent. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, si vous savez pas du tout parler le chinois, si vous voyez du chinois écrit, vous avez conscience que vous êtes totalement incompétent en chinois en fait, et que vous n'êtes pas capable de lire du chinois. Du coup, cet effet-là, ce biais cognitif, cet effet de confiance, donc le fait de croire que vous avez plus de compétences que vous en avez, ne sera pas à l'œuvre ici, parce que vous avez déjà la compétence de savoir ce que c'est que de parler ou comprendre une langue. C'est-à-dire, quand vous voyez du chinois, comme vous savez ce que c'est que de comprendre ou de lire une langue, vous savez
que vous ne savez pas, en fait. Donc, vous avez tout à fait conscience que vous ne savez pas parler chinois, que vous ne comprenez pas le chinois. Et même si vous avez commencé à apprendre un petit peu le chinois et que vous savez quelques mots de chinois, ou que vous savez reconnaître certains mots écrits, vous saurez dire que en fait, c'est pas pour ça que vous êtes capable de vous exprimer en chinois. Parce que vous avez la compétence de savoir ce que c'est que de parler une langue, ce que c'est que de comprendre une langue. Donc il y aura des domaines dans lesquels le biais cognitif va se manifester et d'autres où il ne va pas se manifester. Et ce qui est important de voir, c'est que ça va dépendre en fait de notre capacité à savoir si oui ou non on est compétent dans le domaine. Et j'ai remarqué que globalement c'était un biais cognitif qui allait être à l'œuvre dans notre quotidien dès qu'on va avoir en fait un domaine dans lequel on n'avait pas de compétences du tout et qu'on commence à en acquérir un petit peu. Donc quand on n'avait pas de compétences du tout, on est comme dans le cas du chinois, on sait, de l'exemple avec cette langue, on sait qu'on sait rien. En fait, on a conscience qu'on ne sait rien parce qu'on est complètement incompétent sur le domaine et on sait qu'on ne sait rien. Mais dès qu'on commence à apprendre un petit peu sur le domaine et qu'on a ce que moi j'appelle des mind blows, des réalisations, des moments où on clique des choses dans notre tête, au moment où ça va se produire, on va avoir un moment où en fait on va croire qu'on a tout compris. Et on va se dire, c'est trop bien, ça y est, j'ai tout compris. Mais c'est comme ça, tout fait sens, tout clique dans notre tête. Et du coup, on croit qu'on maîtrise le sujet. Et en fait, quand on va continuer à apprendre sur le domaine, puisque du coup, on s'intéresse à ce truc-là, donc on va continuer à apprendre sur le domaine, on va progressivement se rendre compte, pendant qu'on apprend sur le domaine, qu'en fait, il y a plein de choses qui étaient exprimées dans notre prise de conscience de départ qui était en fait très simpliste, où il nous manquait de l'information, où il y avait peut-être des informations croisées qu'on n'avait pas, il y avait des choses qu'on n'avait pas comprises qui dans la complexité de ce sujet-là. Et du coup, petit à petit, on va commencer à se rendre compte en fait d'une différence entre ce que l'on croyait connaître et de ce qu'il y a vraiment à savoir. Et du coup, on va commencer à descendre un petit peu dans cette... il existe une courbe qui a été proposée par quelqu'un donc gratuitement et libre de droit sur Wikipédia pour illustrer l'article qui parle de ce sujet-là, où en fait cette courbe, elle nous montre une espèce de cloche au début entre notre perception de notre compétence et notre compétence réelle. Et en fait, au début, il a appelé ça, et j'ai trouvé ça très drôle, la montagne de la stupidité. Donc c'est le moment où en fait on croit qu'on est super compétent alors qu'en fait on ne l'est pas. Et ensuite on va descendre et on va tomber dans la vallée de l'humilité. Excusez-moi, je tourne la tête parce qu'en fait l'installation que j'ai faite pour que vous ayez un super son sans écho et tout, en fait c'est un espèce de demi-cercle autour de moi de comment on appelle ça, de panneaux sonores. Ce qui fait que si je veux regarder mes notes, il faut que je tourne la tête et que je sorte la tête de ce demi-cercle. Et du coup, comme je connais pas tout par cœur, et dès que je tourne la tête, il y a un blanc. Bref. Donc, au début, on est dans cette montagne de stupidité, et ensuite, on descend dans la vallée de l'humilité. Donc, on va descendre progressivement dans la vallée de l'humilité parce que on commence à se rendre compte qu'en fait, on ne sait pas tant de choses que ça, parce qu'on continue à en apprendre et on se rend compte de tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. On commence à se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on croyait. Et ensuite, progressivement, plus on va continuer à apprendre, plus on va remonter, donc la courbe remonte. Donc c'est une estimation, ça sort pas d'études, etc. Mais c'est une façon d'illustrer ce biais cognitif-là. C'est pas scientifique ce que je suis en train de vous expliquer avec les courbes et tout ça. Mais en tout cas, c'est très visuel et ça permet de bien comprendre ce qui se passe. Ensuite, donc quand on va gagner en compétences, on va remonter, notre perception de nous-mêmes et de nos compétences va remonter et on va arriver à un plateau. Et ce plateau, c'est le moment où en fait on est devenu expert. Donc je vous invite à aller regarder d'ailleurs la courbe, je vous aurai mis le lien de l'article Wikipédia dans les notes du podcast, si vous voulez aller voir ça. Vous pouvez aller regarder cette courbe-là. Et ça va être intéressant pour nous de savoir, donc tout ce processus-là existe pour la plupart des compétences, donc quand nous, on n'est pas en mesure de savoir nous-mêmes qu'on est incompétent. Et c'est important de le savoir aussi parce que va rentrer en ligne de compte la question du syndrome de l'imposteur. Je vous entends, je vous vois, vous, celles et ceux qui sont atteints du syndrome de l'imposteur, vous m'écoutez, vous vous dites « Oh là là, ça y est, je le savais que j'étais nul, je suis juste en train de croire que je suis super bon alors qu'en fait je suis très très nul. » Et vous dites, ça y est, je suis atteinte de cet effet-là, ce biais cognitif, c'est pour ça que je crois que je suis très très bon. En fait, non. Le simple fait que vous soyez en train de vous dire que peut-être vous n'êtes pas compétent, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vivre cet effet-là. Ça veut dire que vous êtes probablement dans la vallée de l'humilité. L'humilité. On dirait que je dis humidité, mais je dis bien humilité.
l'humilité. C'est-à-dire qu'au contraire, en fait, c'est le moment où vous redescendez dans la vallée de l'humilité, que vous êtes en train de commencer à comprendre que, en fait, vous ne savez pas autant de choses que ça, et du coup, vous êtes en train de prendre conscience de la différence entre ce que vous savez et ce qu'il y a à savoir. Et c'est là que peut se développer le syndrome de l'imposteur, à mon sens, c'est pendant cette période-là. Et en fait, c'est juste social, c'est juste lié au fait que au début, vous apprenez sur un sujet, vous vous trouvez super compétent, vous trouvez ça génial, vous avez l'impression d'avoir tout compris. Et c'est une période où quand on vit ça, on va être très assertif dans notre façon d'expliquer les choses. C'est-à-dire qu'on va être très affirmatif en fait quand on va expliquer aux autres, quand on va transmettre des connaissances, parce qu'on croit qu'on a bien compris, du coup on va être très très affirmatif. Et du coup la perception de notre entourage, vu qu'on va être assertif, ça va être qu'on est compétent dans le domaine. Puis quand nous on va continuer à s'informer sur le sujet, on va se rendre compte qu'en fait on n'est pas si compétent dans le domaine. Mais les autres, eux, vu qu'eux ils n'ont pas fait ces recherches-là, ils ne savent pas qu'on n'est pas compétent autant que ce qu'on avait l'air dans le domaine. Mais nous, on est en train de s'en rendre compte. Du coup, il va y avoir un moment où on va avoir un décalage entre ce que nous, on est en train de percevoir de nos compétences et ce que les autres perçoivent de nos compétences. Et c'est là que potentiellement peut se développer le syndrome de l'imposteur. Donc, pendant cette redescente dans la vallée de l'humilité. Mais une fois qu'on est dans la vallée de l'humilité et qu'on continue à apprendre sur le sujet, on va commencer petit à petit à avoir une perception adéquate de notre réelle compétence. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir conscience de nos compétences exactement. Et plus le temps passe, de toute manière, on va avoir tendance à terme à sous-estimer nos compétences, même quand on est expert, parce qu'on aura justement conscience de tout ce qu'on ne sait pas encore. Donc ça va être important pour nous de savoir que ce processus existe, surtout si vous êtes atteint du syndrome de l'imposteur. Ça vous permet de comprendre que c'est au contraire parce que vous êtes compétent et que vous êtes en train de gagner en compétences que vous pouvez développer ce syndrome-là. Donc c'est intéressant de le savoir aussi. Enfin, je vous avais fait tout un épisode sur le syndrome de l'imposteur. Je vous laisserai aller le chercher si vous allez sur se sentir bien .coach et que vous tapez syndrome de l'imposteur dans la barre de recherche tout en bas du site, vous n'aurez pas de mal à retrouver l'épisode. Je me rappelle plus de tête le numéro de l'épisode, mais ça vous permet de mieux comprendre d'où ça vient et de voir qu'en fait c'est juste un biais cognitif et que c'est plutôt un signe de compétence élevée. En fait, c'est plutôt un signe que vous avez passé finalement cette première phase de prise de conscience dans un sujet et que vous êtes en train de creuser ce sujet, que vous êtes justement en train de devenir un expert progressivement. C'est pour ça que vous développez ce syndrome-là. Un exemple que j'ai envie de vous donner, un truc qu'on a tous vécu où on vit un syndrome de l'imposteur, pas un syndrome d'imposteur justement, pardon, cet effet-là, donc cet effet de surconfiance, ça va être par exemple dans l'apprentissage des mathématiques à l'école. Alors j'ai cherché des exemples de la vie courante où on allait tous le vivre et je me suis dit l'école c'est un truc par lequel on est tous passés, donc voilà, si vous c'est pas la matière dont vous vous souvenez le plus, les maths, je suis sûre que vous pourrez transposer ce que je vous raconte à une autre matière dont vous vous souvenez. Mais moi, je me souviens très bien que quand j'ai commencé à apprendre les mathématiques, quand on a commencé à m'apprendre à compter, à lire, etc., donc quand on m'a appris à compter, on m'a appris d'abord les nombres entiers. On m'a appris à compter de 1 à 100, 1, 2, 3, enfin voilà, je vais pas vous prouver que je sais compter jusqu'à 100, je suis sûre que vous me croyez. Non, je ne suis pas en train d'avoir un biais cognitif de surconfiance, je vous jure que je sais compter jusqu'à 100 et que j'ai conscience de ma compétence dans le domaine. Donc voilà, on apprend à compter, puis un jour à l'école, on nous explique que les nombres négatifs existent. Et là, on apprend donc ce qu'est un nombre relatif. On n'avait pas conscience jusqu'à maintenant qu'il n'existait pas que les nombres entiers. Positifs, mais il existe aussi les nombres relatifs. Du coup, on apprend les nombres entiers relatifs et voilà, donc -1, -2, -3, etc. Et moi, je me souviens très bien à l'école avoir eu un mind blow, avoir eu un moment d'élévation dans ma tête, un moment de déclic où je me suis dit waouh, c'est trop bien, je sais compter en négatif, c'est génial, je connais tout très bien en maths. Puis ça, je l'ai eu plusieurs fois dans ma scolarité avec les mathématiques. Quand on m'a montré les nombres réels, que j'ai compris qu'il y avait des nombres à virgule, je me souviens m'être dit la même chose, m'être dit oh, mais c'est trop bien, c'est génial, j'ai tout compris. Et après, tant qu'on en était au nombre réel, ça allait, les nombres rationnels, puis un jour, on commence à me parler des nombres imaginaires. Donc moi, j'ai fait une section scientifique à l'école, au lycée, quand j'étais jeune. Je parle comme une vieille croutonne, c'est marrant. Je pense pas que je parlerai comme une vraie vieille croutonne un jour, mais je vous jure, ça vous arrive, vous n'avez rien prévu. Là, je vais avoir 34 ans, je sais pas d'où ça vient. Mais visiblement, c'est vraiment en train d'arriver. Donc c'est très très drôle. Parce que je rigole à moi-même parce que je me souviens avoir 20 ans et me dire oh là là, les gens qui parlent comme ça, puis en fait, ça y est, j'y suis, quoi. Bref. Et donc, je me souviens très bien m'être dit les nombres rationnels, les nombres imaginaires, c'est trop cool. Et à ce moment-là, avoir eu un petit moment de blocage et de me dire
ça m'a l'air en fait beaucoup plus compliqué, les nombres et les ensembles. En fait, il existe plein d'ensembles de nombres, il y a certainement plein d'ensembles que je ne connais pas, il y a certainement plein de choses que j'ai pas compris sur le fait de compter. Et donc je me suis retrouvée à 17 ou 16 ans, je sais plus exactement à quel âge, en quelle classe on apprend ça, mais il me semble que c'était peut-être bien en seconde en fait, ça se trouve c'est au programme global du lycée, je n'en sais rien, je ne sais plus. Même si j'ai enseigné les maths au lycée entre-temps, je sais plus ce qui est au programme. Je crois pas que ce soit en seconde, je l'avais pas fait avec mes secondes, donc ça doit être en première S. Et j'ai eu ce moment où je me suis dit, est-ce que je sais compter en fait, où j'ai commencé à douter de ma capacité à compter, mais dit je suis pas sûre de si bien que ça connaître les nombres, alors que j'avais 17 ans. Donc là, on voit vraiment le moment où quand je suis petite, quand j'ai 7 ans et que j'apprends les nombres, je sais pas à quel âge on apprend ça, mais 8-9 ans, enfin en primaire, on apprend les nombres négatifs, je me dis waouh, c'est trop bien, je sais compter, j'ai tout compris aux nombres, c'est génial, je suis trop douée en nombres, et je suis sûre qu'à l'époque, j'étais même capable d'expliquer à ma grande tante ou à ma mère que j'ai tout compris aux nombres et que je vais lui expliquer comment ça marche, sans avoir aucune espèce de conscience que je ne sais pas ce qu'est un nombre rationnel, je ne sais pas ce qu'est un nombre réel, je ne sais pas ce qu'est un nombre imaginaire. À ce moment-là, aucune notion que ça existe en fait. Mais juste, j'ai eu ce mind blow, donc je crois que j'ai tout compris. Et à 17 ans, je commence à me dire, en fait, peut-être que je sais pas compter. Donc là, au début, on était dans la montagne de la stupidité quand j'avais 10 ans, et quand j'en avais 17, j'étais en train de tomber dans la vallée de l'humilité. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez aussi vécu à l'école, des moments où en fait vous croyez avoir tout compris, parce qu'il y a eu des déclics. Moi, je me souviens que j'ai eu des déclics de cet ordre-là aussi en physique. Je crois en avoir eu en histoire aussi, des moments où je croyais que j'avais tout compris sur la géopolitique du monde. Et puis après, à la fac, quand j'ai compris que c'était un peu plus compliqué que ça, les rapports entre la France et la Chine, par exemple, je me dis ah ouais, en fait, ok, d'accord, j'ai rien compris quoi. Donc c'est hyper intéressant en fait de le voir sur nous dans notre vie. Donc déjà, je vous invite à l'aide de ce podcast, vous demander à quel moment vous avez vécu ce biais cognitif, parce que vous l'avez forcément vécu, et quel impact ça a eu sur votre compréhension des choses. Et ensuite, l'intérêt de cet épisode aujourd'hui, ça va être de se poser dans les deux cas de figure suivants. Premièrement, déjà ne pas, avoir conscience qu'on peut développer ce biais cognitif. Donc quand on a un mind blow sur un domaine, je sais pas, vous êtes en train peut-être de vous informer sur le développement personnel et vous apprenez plein de trucs sur le cerveau par exemple, de se rendre compte qu'au début, quand on a plein de mind blow et qu'on croit avoir tout compris, il y a de bonnes chances qu'il nous manque en fait une grosse partie immergée de l'iceberg et qu'on ne sache pas tout ce qu'on ne sait pas. Donc c'est avoir conscience de ça. Ça ne veut pas dire ne pas être enthousiaste par rapport à ce qu'on vient de découvrir, ne pas être content d'avoir compris les choses. Ça veut juste dire avoir conscience qu'il y a plein de choses probablement qu'on ne sait pas encore et que c'est génial et que il y a encore plein de trucs à apprendre et aller creuser et pas s'arrêter là. Donc ça c'est le premier truc. Et je suis sûre que ça, vous connaissant, vous allez vous remettre en question et d'office, parce que je sais que ici vous êtes très nombreux à passer votre temps à vous remettre en question, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais la deuxième chose qui est plus importante encore, je pense, c'est d'avoir conscience que si vous êtes atteint de ce biais cognitif-là, les autres êtres humains aussi sont atteints de ce biais cognitif-là. Donc ça va être important de le savoir dans votre façon d'interagir avec les autres, en fait, et de vous dire, ah oui, donc quelqu'un qui est très assertif ou qui a l'air expert dans sa façon de parler, et alors qu'il vient de s'interroger sur le sujet et que visiblement il n'a pas trop de recul, je peux me poser la question de me dire, tiens, peut-être qu'il subit en fait ce biais cognitif-là, qu'il est dans un cas de surconfiance. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça veut pas dire qu'il est arrogant, ça veut pas dire tout ça, ça veut juste dire que c'est un humain avec une cognition normale et que c'est probablement un biais dont il va être victime en fait. Et d'avoir conscience de ça quand on parle avec des gens. Et d'avoir conscience aussi qu'un expert va probablement minimiser ce qu'il dit et la valeur de ce qu'il dit, alors qu'en réalité, il sait exactement de quoi il parle. Et c'est vraiment intéressant de se rendre compte de ça et d'en prendre conscience dans les débats, même dans les débats politiques, dans tout ce qui se passe en fait sur la sphère des médias publics, etc. Parce que ce biais cognitif-là, il est très 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 souvent à l'œuvre. Récemment, à la Commission européenne, quand il y a eu, vous savez, la conférence sur le climat, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a eu des citoyens en fait qui ont été tirés au sort pour réfléchir à des propositions pour le climat. Et les personnes qui ont été tirées au sort, au vu d'interviews qui ont été faites auprès de ces personnes-là après coup, il y en a beaucoup qui ont relaté en fait avoir été victimes finalement de ce biais cognitif-là. Et c'est dit au moment où ils avaient été tirés au sort, ah mais c'est trop bien, j'ai tout compris à ce sujet, j'adore ce sujet, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de propositions
solutions à donner et ça va être trop bien. Et en fait, de se rendre compte, une fois qu'ils planchent sur le sujet avec des experts, qu'ils n'ont rien compris et avoir un moment en fait de se dire ah ouais, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce que je croyais, alors que j'avais l'impression d'avoir très bien compris le sujet. Et pourtant ces personnes, elles avaient quand même un petit peu de connaissances sur le sujet, sinon elles n'auraient pas pu se rendre compte, elles n'auraient pas pu avoir le biais en question, puisque si elles savent pas, on est dans le cas de je sais que je sais pas le chinois et j'ai conscience de ce que c'est que de pas savoir une langue. Là, c'était pas le cas, c'est-à-dire qu'elles pensaient vraiment qu'elles avaient compris, et en fait c'est pas le cas. Donc c'est hyper intéressant de le savoir, de s'en rendre compte. Ça va être intéressant aussi pour nous, quand on va écouter des personnes en parler ou des experts, de pas dire voilà, ils sont cons, ils comprennent rien, parce que souvent en fait dans la première phase, quand on a ce biais de surconfiance, on va avoir tendance aussi à dévaloriser le savoir des experts et à ne pas faire confiance, je sais pas, aux médecins, aux experts chercheurs, etc. Et c'est bien de pas faire confiance juste sur le titre à quelqu'un, mais par contre, quand on est atteint de ce biais, ça va être à l'extrême. C'est-à-dire, ça va être intéressant de se rendre compte que si on commence à avoir ce genre de pensée-là, peut-être qu'on est en train de vivre ce biais cognitif-là. Et du coup, là, c'est exactement ce qu'avaient vécu ces personnes-là qui le décrivaient, donc lors de cette conférence sur le climat et de ces propositions qui avaient été faites. Bref, je suis pas très informée sur le sujet, donc je vais pas débattre de ça, et c'est pas le but du podcast d'aujourd'hui. Je voulais juste le mettre en exemple, mais après je ne peux pas vous parler des propositions qui ont été faites, puisque justement j'ai conscience que je ne connais pas tout sur le climat, et que du coup je suis pas tellement compétente pour vous faire un résumé de ce qui a été compris et ce qui ne l'était pas avant, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue juste cognitif de se rendre compte de ça et de vous le proposer ici en exemple. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire à propos de ce biais-là. Je vous invite à aller faire des recherches. C'est un biais aussi, peut-être, je crois que quelque chose que je peux vous dire, que je m'étais noté, c'est qu'il y a quand même une limitation à ce biais-là. C'est-à-dire que les études qui ont été faites dessus, ça a été principalement fait sur des personnes occidentales, donc avec une culture commune. Et il y a quand même des biais culturels qui peuvent un peu changer les choses, donc ça n'a pas été totalement exploré. Et aussi, dans l'étude originale, on est quand même sur 140 personnes. Donc voilà, il n'y a pas de quoi faire des énormes stats, donc il y a besoin, enfin c'est un biais cognitif qui est connu, mais qui a encore besoin d'être étudié. Il y a encore plein de choses à découvrir sur le sujet. Vous pouvez aller regarder la page Wikipédia du biais cognitif. Moi, je vous dis souvent d'aller regarder les pages Wikipédia, parce qu'en général, c'est une bonne source d'information, dans la mesure où c'est fait avec à plusieurs mains, que c'est corrigé en direct, donc des erreurs ne restent pas longtemps sur Wikipédia, contrairement à des sites web ou des blogs, ou voilà, des choses, même si c'est fait par des experts, en fait, ça va être lu que par très peu de personnes, alors que Wikipédia, c'est lu en permanence, et il y a constamment des personnes qui participent et qui corrigent, et en plus Wikipédia oblige à être sourcé, etc. Donc c'est en général plutôt fiable, même si ça n'avait pas toujours été le cas par le passé, mais c'est le cas aujourd'hui. Et du coup, on peut voir sur la section de l'article en question que la partie reproductibilité des résultats et des études manque un petit peu, enfin, n'est pas suffisamment fournie. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête et de se rendre compte que, bon, pour l'instant, la compréhension qu'on a de ce biais cognitif-là est quand même très qualitative, et que, il y a encore du taf, quoi. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire dans le domaine de la recherche en psychologie, voilà, un domaine dans lequel il y a certainement des choses intéressantes à faire en recherche. Voilà, écoutez, je m'arrête là pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie de réagir, de partager votre expérience sur le sujet. Et puis, tout ça se trouve sur sesentirbien.coach/podcast/155, puisqu'on est dans l'épisode 155. Et moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de vendredi, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils, et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi, dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure, et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.